Dans cette vidéo, nous allons décortiquer les histoires de personnages les plus choquantes de Rick et Morty. Commençons par toutes les versions de Rick Explained. Rick Sanchez peut sembler n'être qu'un ivrogne cynique avec un pistolet portail, mais il est bien plus que cela. Derrière le sarcasme et les inventions de génie se cache un homme fait de chagrin, de rage et d'un besoin désespéré de devancer la douleur. Rick traverse les réalités comme si de rien n'était. Mais en réalité, il fuit toutes les versions de la vérité qu'il ne peut affronter, les personnes qu'il a blessées et lui-même. Faisons ça alors. De rien au fait. Je t'ai créé. Pour vraiment comprendre Rick C-37, il faut aller au-delà des phrases cultes et du chaos. Nous devons examiner les pertes qui l'ont brisé, le pouvoir qui l'isole et les relations qu'il ne parvient pas à détruire, malgré tous ses efforts. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer chaque version de Rick expliquée. Alors prenez votre flasque, recalibrez votre pistolet portail et penchons-nous sur l'histoire de Rick Sanchez. Mais avant de commencer, assurez-vous d'être abonné à notre chaîne. Rick C-37 débute comme le génie déjà brisé avant même que nous ne voyions ses grandes aventures à travers des réalités infinies. C'est ce vieil homme ivre qui traite le dîner de famille comme une prise d'otage. Ce garage est sa forteresse, son laboratoire, son coin de banlieue personnel où il fabrique des armes de destruction massive et appelle ça un mardi après-midi. Voici Rick C-37, notre Rick principal, celui que nous suivons à travers chaque saison. C'est le Rick qui a tout perdu et a décidé que l'univers lui devait réparation. Ses journées suivent le même schéma toxique. Se réveiller avec la gueule de bois, prendre plus d'alcool, se moquer de l'existence de Jerry, puis disparaître dans son atelier. Alors que la famille débat de l'opportunité de l'envoyer en maison de retraite, il ne réapparaît que pour entraîner Morty loin de l'école pour une expérience qui pourrait les tuer tous les deux. Nous avons un premier aperçu de la routine tordue de Rick C-37 dans le premier épisode de la première saison, le pilote. Au milieu de la nuit, Rick entre en titubant dans la chambre de Morty, complètement ivre divagant sur la destruction de toute l'humanité. Il a bricolé ce piège mortel volant et veut récupérer Jessica pour qu'elle et Morty puissent relancer la civilisation après qu'il ait atomisé tout le monde. Quand Morty riposte, Rick prétend soudainement que tout cela n'était qu'un test pour rendre son petit-fils plus affirmé. Puis il s'évanouit pendant que sa bombe à neutrinos s'arme en arrière-plan. Cette scène révèle tout sur le fonctionnement du Rick C-30. Il crée des scénarios apocalyptiques, prétend que ce sont des expériences éducatives, puis les abandonne lorsqu'on le démasque ou redouble d'efforts jusqu'à ce que quelqu'un d'autre l'arrête. La situation de la bombe était probablement réelle jusqu'à ce que Morty le force à reculer. Le Rick de notre univers, c'est le chaos maximal, enrobé de leçons condescendantes. Le schéma se répète lorsque Rick C-37 traîne Morty dans la dimension 35C pour des méga-graines. Rick prononce ce discours inspirant sur la façon de vaincre la peur et de foncer tête baissée vers le danger. Puis un monstre extraterrestre apparaît, et il hurle immédiatement à la mort imminente et à quel point il n'a jamais rien rencontré d'aussi terrifiant. Un comportement typique de Rick, c'est « faites de vous l'expert ». Paniquer quand la réalité contredit, puis agir comme si la panique était stratégique. La gestion de la mission des méga-graines par Rick C-37 montre sa procédure opérationnelle standard. Morty se brise les deux jambes parce que Rick a oublié de mentionner que les bottes antigravité devaient être activées. Au lieu d'assumer ses responsabilités, notre Rick nous fait la leçon sur les protocoles d'équipement, puis disparaît par un portail pour aller chercher du sérum de guérison dans une dimension future. Il revient, rafistole Morty comme si de rien n'était et le remet immédiatement au travail pour cueillir des fruits. Aux douanes interdimensionnelles, Rick C-37 force Morty à faire passer les graines en interne car le corps de Rick est trop expérimenté pour le travail. Lorsque la sécurité les rattrape, Rick dit à Morty de tirer sur les gardes parce que ce ne sont que des robots. Ce ne sont pas des robots, ce sont des douaniers. Mais notre Rick ne respecte tout simplement pas les figures d'autorité. Sa vision du monde réduit tout le monde à des atouts utiles ou à des obstacles gênants. L'épisode se termine avec Rick C-37 admettant que ses affirmations selon lesquelles les aventures rendaient Morty plus intelligent étaient de la pure fiction. L'intelligence temporaire provenait des méga-graines se dissolvant dans le système digestif de Morty. Pendant que son petit-fils convulse et perd le contrôle de ses mouvements, Rick se tient au-dessus de lui, planifiant avec enthousiasme de futures expéditions. Rick et Morty, pour toujours et à jamais. 100 ans, déclare-t-il alors que Morty roule sur le sol du garage. La saison 1, épisode 6, Rick Potion numéro 9, démontre exactement comment le Rick C-37 gère les problèmes dans sa vie normale. Morty demande une potion d'amour pour Jessica. Rick trouve ça indigne de lui, mais en crée un quand même en utilisant de l'ADN de campagnol. Puisque les campagnols s'accouplent pour la vie, il lui tend le sérum comme s'il était généreux, puis mentionne négligemment après le départ de Morty que des complications grippales pourraient survenir. Et il n'y a pas de danger ou quoi que ce soit, ni d'effet secondaire, n'est-ce pas? Ouh là là, qu'est-ce que je suis, un imposteur. Fais-toi plaisir, Morty. C'est infaillible. À moins qu'elle n'ait la grippe, Jessica a la grippe. La potion se répand dans le bal de l'école. Et soudain, tout le monde veut Morty romantiquement.
L'antidote fixe de Rick C37 utilisant la génétique de la menthe religieuse. Parce que les menthes sont l'opposé des campagnols, elles s'accouplent une fois, puis tuent leur partenaire. Maintenant, tout le monde veut à la fois de la romance et du cannibalisme avec Morty. La troisième tentative de notre Rick mélange l'ADN de 7 espèces différentes, dont le koala, le requin et le dinosaure. Lorsque Morty demande comment cela crée des humains normaux, Rick C37 explose. Vous voulez que je vous montre mes calculs? Es-tu le scientifique ou le gamin qui essaie de se faire draguer? Le résultat transforme la population terrestre en monstre de chair grotesque que Rick nomme Cronenbergs. Voici ce qui rend le monde des paroles de Rick C37 si dérangeant. Il ne résout jamais rien. Lorsque la planète entière devient invivable, la solution de notre Rick consiste à trouver une dimension où il a tout arrangé mais est mort accidentellement. Ils enterrent leur corps alternatif dans le jardin et assument la vie de leur mort. Problème effacé, façon Rick C. Cela devient crucial plus tard car Rick C37 et Morty sont désormais techniquement les seuls personnages originaux que nous suivons. La famille avec laquelle ils vivent appartient aux Rick et Morty morts qu'ils ont remplacés. Notre Rick pratique cette routine d'échange de dimensions depuis des années, abandonnant les réalités chaque fois que ses erreurs s'accumulent trop. Mais voilà le truc, C37 n'est pas le seul Rick qui existe. Loin de là. Il y a des Ricks qui ont vendu leur âme, des Ricks qui se sont rebellés, et des Ricks qui ont formé des gouvernements. Nous parlerons de ces Ricks plus tard, et croyez-moi, ils font passer C37 pour presque normal. Si vous trouvez ce Rick mauvais, attendez de rencontrer les autres. L'existence quotidienne de Rick C37 repose sur une faillite morale totale. Il génère des catastrophes, les aggrave par des expérimentations arrogantes, puis échappe à toute responsabilité en abandonnant des réalités entières. Le garage encombré, la boisson constante, le mépris familial. Tout a une seule fonction. Notre Rick a construit un mode de vie où les conséquences ne s'attachent jamais. Parce que des dimensions infinies signifient des voies d'évasion infinies, sa routine dépend de la mythologie selon laquelle une intelligence supérieure justifie toute action. Mais examinez-le de près et les fondations s'effondrent. Rick C37 a besoin de Morty comme acolyte inconditionnel qui ne remet jamais en question ses méthodes. Il a besoin d'une famille qui lui offre de la stabilité tout en tolérant ses destructions. Il a soif de problèmes à résoudre pour pouvoir démontrer son génie, même lorsqu'il les crée lui-même. À l'heure actuelle, ce système fonctionne parfaitement pour Rick C37. Le garage reste équipé de technologies extraterrestres volées. Morty continue de le suivre vers le danger. La famille de substitution continue de l'accueillir, quels que soient les dommages collatéraux. L'identité de notre Rick repose sur sa capacité à échapper aux conséquences grâce au voyage dimensionnel. Mais un jour, il se retrouvera face à une situation que même ses voyages interunivers ne pourront résoudre. Et quand cela arrivera, nous découvrirons ce que le C37 de Rick devient vraiment quand fuir n'est plus une option. Rick C37 vit sans conséquences désormais. Mais tout a commencé par un choix qui a ruiné sa vie à jamais. Quand Rick le Curieux reçoit une visite qui change tout. Et sa réponse ruine sa vie à jamais. Et la saison 3, épisode 1, The Rick Shank Redemption, nous montre le moment exact où le monde de Rick est bouleversé. En une seule conversation qui dure peut-être 2 minutes, mais détruit des décennies de bonheur, Rick Prime apparaît par un portail comme s'il était chez lui, traitant immédiatement le jeune Rick comme de vieux amis. Il commence par un désinvolte, eh bien, si ce n'est pas nous, comme s'il rencontrait une autre version de lui-même dans un café. Mais Rick Prime lâche alors la bombe qui change tout. Il explique que le jeune Rick est en fait en retard en matière de réussite scientifique. Vous savez le pire dans l'invention de la téléportation? Soudain, vous pouvez voyager dans toute la galaxie. Et la première chose que vous apprenez est que vous êtes le dernier à inventer la téléportation. Rick Prime prononce cette phrase comme s'il partageait une blague d'initié, mais il est en fait en train de détruire toute la vision du monde du jeune Rick. Tout ce que le jeune Rick pensait être son intelligence, ses réalisations scientifiques, ses progrès en matière de téléportation s'avèrent être ordinaires à travers des réalités infinies. Rick Prime présente ensuite son argumentaire, et c'est absolument incroyable. Il propose au jeune Rick une technologie de portail qui ferait de lui l'être le plus intelligent de tous les univers imaginables. Le Rick infini, un dieu. Il dépeint cette image de pouvoir illimité où Rick pourrait faire tout ce qu'il veut, puis sauter vers une chronologie où il ne l'a jamais fait. Liberté totale de conséquences, connaissance infinie, pouvoir illimité à travers toutes les réalités. La façon dont Rick Prime vend cette opportunité est brillante et terrifiant. Il fait directement appel à la curiosité scientifique du jeune Rick et à son désir de reconnaissance. Au lieu d'être l'homme le plus intelligent d'une planète, Rick pourrait devenir l'être le plus intelligent à travers des univers infinis. Au lieu d'être limité par les lois de la physique, dans une réalité, il pouvait transcender toutes les limitations existantes. Mais Rick Prime révèle aussi quelque chose de plus sombre à propos de l'offre. Il parle d'avoir une infinité de soi et le décrit comme une fête ininterrompue où tous les invités sont la seule personne que nous aimons. L'isolement inhérent à cette offre est stupéfiant. Rick Prime dit en substance qu'une fois que l'on devient un être infini, les autres cessent d'avoir de l'importance parce qu'ils ne sont tous que des variations, de motifs que vous avez déjà vus. Le jeune Rick écoute tout ce discours et sa réponse est immédiate et dévastatrice. Ça a l'air solitaire. C'est tout.
Deux mots qui rejettent complètement tout ce que Rick Prime vient d'offrir. Le jeune Rick identifie le problème fondamental de la puissance infinie. Cela vous sépare d'une véritable connexion humaine. Il voit à travers l'attrait de la divinité jusqu'au vide qui se cache en dessous. Rick Prime est sincèrement déconcerté par cette réponse. Mec solitaire, tu as toi-même tes moi infinis. Il ne comprend pas pourquoi quelqu'un choisirait la limitation plutôt qu'un pouvoir illimité. L'idée que la connexion avec autrui puisse être plus précieuse que la connaissance ultime ne fait absolument aucun sens pour Rick Prime. Il a déjà perdu la capacité de voir les autres êtres comme réels. Quand le jeune Rick dit « passe », le rejet désinvolte frappe Rick Prime comme une gifle. « Excuse-moi mon frère, les Ricks ne ratent pas ça. Pour qui vous prenez-vous » La réaction de Rick Prime révèle qu'il n'a jamais rencontré un Rick qui refuserait cette offre. Le multivers est apparemment rempli de Ricks qui ont choisi le pouvoir plutôt que le lien, ce qui rend le refus du jeune Rick vraiment choquant. Le jeune Rick redouble son refus en se présentant comme un Rick différent. Il rejette explicitement l'idée que tous les Ricks sont identiques, qu'ils veulent tous les mêmes choses, qu'ils font tous les mêmes choix. Cette version de Rick a trouvé quelque chose de plus précieux que la connaissance infinie. Une vie qui vaut la peine d'être vécue dans une réalité avec des gens qui comptent pour lui. La réaction de Rick Prime à ce refus est immédiate et brutale. Eh bien, nous verrons combien de temps cela dure. La menace est à peine voilée. Rick Prime vient d'apprendre que le jeune Rick valorise sa famille plus que le pouvoir, ce qui signifie qu'il sait exactement comment le blesser. L'offre était en fait un test, et le jeune Rick a échoué en choisissant l'amour plutôt que l'ambition. La conversation se termine avec la disparition de Rick Prime. Mais le mal est déjà fait. Il a identifié la faiblesse du jeune Rick, son attachement à sa famille. Il va l'exploiter. La bombe qui tue Diane et Beth suit immédiatement cette conversation, montrant que le véritable message de Rick Prime était « Rejoignez-nous de plein gré ou nous vous forcerons à nous rejoindre par la souffrance ». Ce qui rend cette séquence si dévastatrice, c'est la façon dont Rick Prime fonctionne à la fois comme messager et comme destructeur. Il apporte l'opportunité qui aurait pu élever le jeune Rick au rang de divinité. Mais quand Rick refuse d'abandonner son humanité, Rick Prime lui retire la chose même qui l'a poussé à choisir l'humanité. L'offre devient un piège conçu pour détruire quiconque choisit différemment. Le refus du jeune Rick révèle également la tragédie centrale de son personnage. Il a eu raison de refuser l'offre. Choisir sa famille plutôt qu'un pouvoir infini était la décision moralement juste. Mais l'univers l'a puni d'avoir fait le bon choix en lui retirant tout ce qui rendait ce choix digne d'intérêt. Rick Prime a essentiellement prouvé que les gens bien ne peuvent pas survivre dans un multivers rempli de Ricks infinis. La conversation prépare toute la série car elle établit Rick Prime comme la force qui a détruit la capacité du jeune Rick à choisir l'amour plutôt que le pouvoir. Chaque chose terrible que notre Rick fait tout au long de la série découle de ce moment où il a appris que refuser de devenir un monstre entraînait la mort des personnes que l'on aime. Rick Prime n'a pas seulement offert la technologie des portails. Il a proposé une leçon sur le fonctionnement réel du multivers, et le jeune Rick l'a appris à ses dépens. Rick a renoncé au pouvoir pour rester humain et en a été puni. Mais plus tard, il rencontre une version de lui-même qui lui montre qu'il n'avait pas besoin de devenir cruel pour rester fort. Quand tout commence à s'effondrer, quand des jours d'aventure vous laissent tremblant, que vos mains tremblent de traumatisme et que même votre propre petit-fils vous regarde comme si vous étiez le problème, que faites-vous ? Si vous êtes Rick Sanchez, vous admettez enfin que vous avez besoin d'aide. Mais que se passe-t-il lorsque cette aide vient de vous-même? Que se passe-t-il lorsque la personne qui vous montre comment vous améliorer est littéralement une meilleure version de vous-même? C'est exactement ce qui se passe dans la saison 3, épisode 6, Repos et relaxation. Après une aventure brutale de 6 jours qui laisse Rick et Morty complètement épuisés, ils décident de visiter un spa extraterrestre. Les mains de Rick tremblent de façon incontrôlable. Morty fond en larmes pour la première fois. Rick admet qu'il pourrait se haïr et pense mériter de mourir. Au spa, elles essaient une machine de détoxification qui est censée éliminer toutes les toxines. La machine fonctionne, mais de la manière la plus tordue qui soit. Ils séparent littéralement leurs traits toxiques de leurs traits sains, créant 4 entités distinctes, Rick sain, Rick toxique, Morty sain et Morty toxique. C'est là que les choses deviennent fascinantes. Un Rick en bonne santé devient tout ce que nous n'aurions jamais cru possible. Il est compréhensif, émotionnellement mature et sincèrement attentionné. Lorsqu'il a accidentellement blessé les sentiments de quelqu'un au spa, il s'est excusé sincèrement et a pris ses responsabilités. Il dit à Morty qu'il est fier d'être son grand-père. Il utilise son génie pour résoudre des problèmes de manière positive au lieu de détruire. Cette version de Rick Healthy Rick nous montre à quoi pourrait ressembler le mentorat s'il venait d'un lieu de bien-être plutôt que de dysfonctionnement. Rick en bonne santé encourage Morty à poursuivre Jessica avec confiance. Il le construit au lieu de le démolir. Il fait preuve d'une intelligence émotionnelle et d'un raisonnement moral qui font totalement défaut au Rick habituel. Mais l'épisode devient vraiment complexe quand on voit ce que la machine a considéré comme toxique chez Rick. Rick toxique contient tous les traits que nous associons habituellement à Rick, le génie, la confiance, la volonté de prendre des décisions difficiles. Mais il a aussi le mensonge, la manipulation, le complexe de Dieu et le besoin désespéré de tout contrôler.
La vérité controversée que cet épisode révèle est que la toxicité de Rick pourrait être inséparable de son efficacité. Rick en bonne santé est gentil et encourageant, mais il devient aussi passif face à un réel danger. Lorsque Rick toxique menace de rendre le monde entier toxique, Rick sain refuse d'abord d'intervenir, affirmant qu'ils n'ont pas le droit de choisir quel monde sont sauvés. Rick toxique, quant à lui, représente tout ce qui ne va pas dans l'approche habituelle de Rick en matière de relations. Il est désespéré de fusionner à nouveau avec sa moitié saine, mais seulement parce qu'il a besoin de cette partie de lui-même pour fonctionner. Il est contrôlant, manipulateur et complètement dépendant du pouvoir qu'il exerce sur Morty. Lorsqu'il est séparé de ses traits sains, son génie devient purement destructeur. L'épisode nous montre que la personnalité normale de Rick est une combinaison de ces extrêmes. Son intelligence s'accompagne d'arrogance. Sa capacité à prendre des décisions difficiles s'accompagne d'un détachement émotionnel. Ses instincts de survie s'accompagnent de cruauté et d'égoïsme. Ce qui rend cette histoire brillante, c'est la façon dont il explore la nature de la croissance personnelle. Rick en bonne santé représente la personne que Rick pourrait devenir s'il travaillait sur lui-même. Il fait preuve de patience, d'empathie et d'une réelle sollicitude envers les autres. Il assume la responsabilité de ses actes et essaie de se racheter lorsqu'il blesse des gens. Mais l'épisode suggère aussi que ce genre de changement radical pourrait avoir un coût. Un Rick en bonne santé perd une partie de son mordant, sa volonté de faire tout ce qu'il faut pour survivre et protéger sa famille. Quand un vrai danger survient, il hésite à agir car sa boussole morale pointe vers la non-ingérence. Le dénouement révèle quelque chose de crucial sur la façon dont le changement opère réellement. Rick ne peut vaincre Toxic Rick qu'en comprenant ce que sa moitié toxique valorise réellement. Malgré toutes ses prétentions de supériorité et d'indépendance, Rick toxique se soucie profondément de Morty toxique. Rick utilise ses connaissances pour forcer la fusion, en infectant Morty toxique avec un virus qui le tuera à moins que Rick toxique n'accepte de se réunir. Ce moment montre que même les pires traits de Rick viennent de quelque chose de réel. Sa toxicité inclut son attachement aux gens, son besoin irrationnel de protéger ceux qu'il aime, même quand cela leur fait du mal. La machine a qualifié ses sentiments de toxiques parce que Rick lui-même considère l'attachement émotionnel comme une faiblesse. Toxic Rick révèle qu'il est piégé dans le cerveau de Rick depuis 70 ans, suggérant que ces schémas destructeurs se sont accumulés pendant des décennies. Il représente toute la douleur, la colère et les mécanismes de défense accumulés de Rick. Mais même Rick toxique montre une affection sincère pour Morty toxique, prouvant que la capacité d'aimer de Rick existe même sous sa pire forme. Rick en bonne santé, en revanche, démontre ce que Rick pourrait accomplir s'il canalisait son génie à travers la gentillesse plutôt que la cruauté. Il est toujours brillant, toujours capable, mais il utilise ses capacités pour élever les autres plutôt que de les rabaisser. Il montre un intérêt sincère pour le bonheur et l'épanouissement de Morty. À la fin de l'épisode, Rick est redevenu lui-même, un mélange complexe de traits de Rick sain et de Rick toxique. Mais quelque chose a changé. Il a connu ce que l'on ressent quand on est en parfaite santé, et cette connaissance reste en lui. Il a aussi vu ce que sa toxicité donne quand elle opère seule. Et cette prise de conscience compte aussi. L'épisode suggère que la véritable croissance pourrait venir de la compréhension des deux facettes de nous-mêmes. Rick sain sert de guide à ce que Rick pourrait devenir, mais l'épisode indique clairement que la voie à suivre implique l'intégration, les deux versions travaillant ensemble plutôt que l'élimination de l'une ou de l'autre. Toxic Rick et Healthy Rick nous montrent ensemble que le mentorat vient parfois de l'intérieur, des parties de nous-mêmes que nous gardons enfouies sous des couches de blessures et de comportements défensifs. Rick sain prouve que Rick est capable d'être encourageant, de soutenir et d'être émotionnellement intelligent. Toxic Rick montre que même ses pires comportements proviennent de sentiments réels et d'attachements sincères. La vraie controverse ici est que l'épisode suggère que le comportement toxique de Rick pourrait être en partie un choix. Il a à la fois le Rick sain et le Rick toxique en lui. Il choisit généralement d'exprimer son côté toxique parce que cela lui semble plus sûr que la vulnérabilité. Après avoir vu ce qu'une meilleure version de lui-même pourrait être, Rick découvre ensuite que même la pire version de lui-même n'a jamais vraiment eu le contrôle, le poussant à craindre que lui non plus ne l'ait. Le monde de Rick était parfaitement logique jusqu'à ce qu'il s'écroule complètement. C'était la personne la plus intelligente de l'univers. Un point c'est tout. Une famille, un Morty, une réalité où son génie régnait en maître. Son garage était son royaume, et personne ne remettait en question le roi. Puis des Ricks armés ont défoncé sa porte pendant le petit déjeuner. La saison 1, épisode 10, Rickalité parallèle traîne Rick qui se débat dans une réalité qu'il n'a jamais voulu affronter. 27 Ricks de différentes dimensions ont été assassinés, et le conseil des Ricks pense que notre Rick est le coupable. Il le traîne jusqu'à la citadelle des Ricks, cet immense quartier général où des milliers de variants de Rick ont formé leur propre gouvernement. Traverser cette citadelle détruit tout ce que Rick croyait être. Il a toujours cru qu'il était spécial, le seul vrai génie dans un univers rempli d'idiots. Mais soudain, il est entouré de Rick Cowboys, de Rick Robots, de Rick extraterrestres, chacun convaincu de sa propre brillance. Rick réalise qu'il n'est peut-être qu'un visage parmi une infinité d'autres. Le conseil représente tout ce que Rick méprise en matière de sécurité et de compromis. Ces Ricks ont renoncé à leur indépendance parce qu'ils avaient peur. Ils ont formé un gouvernement pour se protéger des autres gouvernements. Ils ont choisi la sécurité plutôt que la liberté. Et Rick peut voir à quel point cela les rend pathétiques. Mais leur existence force Rick à affronter des questions inconfortables. S'il existe une infinité de Ricks, qu'est-ce qui le rend spécial?
Si d'autres versions de lui-même peuvent faire des choix différents, qu'est-ce que cela dit de ses propres décisions? Lorsque Rick s'échappe pour traquer le vrai tueur, il trouve le Rick maléfique opérant depuis un dôme couvert de Mortis torturés. Cette version prend tout ce que Rick représente et le pousse à l'horreur pure, où Rick utilise Morty comme camouflage parce que les ondes cérébrales de Morty cachent son génie. Rick le maléfique a créé une matrice de Morty souffrant dans le même but. Rick C-37 est l'incarnation de Rick sans la moindre once de compassion. Il torture les Morty parce que ça marche. Il tue d'autres Ricks parce qu'ils le gênent. C'est Rick, mais sans la douleur ni la complexité, ne laissant qu'une froide efficacité. D'une certaine manière, cela le rend plus terrifiant que s'il était simplement en colère ou triste. Mais les Morty se rebellent et déchirent Rick le maléfique, révélant des fils dans son cerveau. Le Rick le plus maléfique du multivers était contrôlé par son Morty depuis le début. Rick maléfique était en fait un Rick contrôlé. Evil Morty tirait les ficelles derrière un cache-œil, faisant danser la personne la plus intelligente de l'univers comme une marionnette. Cette révélation bouleverse la compréhension de Rick en matière d'intelligence et de pouvoir. Tout au long de l'épisode, Rick a traité Morty exactement comme Evil Rick l'a fait. Comme camouflage humain, comme outil, comme protection jetable. Rick dit ouvertement que Morty est une armure humaine parfaite et impénétrable parce qu'il est aussi stupide que moi. Intelligent. Mais si Evil Morty pouvait contrôler complètement Evil Rick, le transformant en un Rick contrôlé, qu'est-ce que cela dit de la relation de Rick avec son propre Morty? La personne prétendument inférieure était en fait aux commandes et le génie ne l'a même jamais su. Rick maléfique contrôlé représente le pire cauchemar possible pour Rick. Voici une version de lui-même qui pensait faire ses propres choix, qui croyait que sa cruauté et son intelligence le rendaient supérieur, mais qui ne faisait en réalité qu'obéir aux ordres depuis le début. Rick le maléfique n'était même pas vraiment maléfique par choix. Il a été programmé pour être mauvais par quelqu'un qu'il considérait comme inférieur. La tragédie de Rick le maléfique, contrôlant Rick, est qu'il croyait être le cerveau. Il pensait que son impitoyabilité venait de sa propre force et de ses décisions. Découvrir qu'il n'était qu'une marionnette télécommandée rend tout ce qu'il a fait insignifiant. Il ne faisait jamais vraiment de choix. Cette découverte force Rick à remettre en question tout ce qui concerne l'autonomie et le contrôle. Rick maléfique ressemblait exactement à n'importe quel autre Rick. Brillant, cruel, indépendant. Mais au fond, il n'était qu'un matériel opéré par le logiciel de quelqu'un d'autre. Le Rick contrôlé montre que même la version la plus maléfique et la plus sûre d'elle de Rick peut être manipulée sans le savoir. Rick le maléfique contrôlé révèle aussi à quel point l'intelligence de Rick peut être vulnérable. Tout ce génie, toutes ces connaissances scientifiques, toute cette prétendue supériorité, et il est quand même devenu l'instrument de quelqu'un d'autre. Les fils dans son cerveau montrent que même la caractéristique la plus marquante de Rick, son intellect, peut être détournée et redirigée. Après cette expérience, Rick ne pourra plus jamais retrouver ses anciennes certitudes. Il est toujours brillant, toujours dangereux, toujours la personne la plus intelligente dans la plupart des pièces. Mais il sait maintenant que l'intelligence seule pourrait ne pas suffire. Le Rick contrôlé prouve que même le génie a des angles morts. Même la personne la plus intelligente peut devenir la marionnette de quelqu'un d'autre. Rick le maléfique est un avertissement sur ce qui arrive quand on cesse de prêter attention à qui est vraiment aux commandes. Il pensait être celui qui décidait de tout, élaborait les plans, et choisissait qui vivrait ou mourrait. En réalité, il ne faisait qu'exécuter le programme de quelqu'un d'autre. Cette version de Rick force notre Rick à devenir plus paranoïaque, plus conscient que son autonomie pourrait être menacée. Le contrôle de Rick montre que la manipulation peut être si complète que la victime ne se doute jamais de rien. Même quand Rick maléfique torturait des Morty et tuait d'autres Ricks, il croyait sincèrement que c'était ses propres choix. Le Rick maléfique marque la fin de l'hypothèse confortable de Rick selon laquelle son intelligence le rendait immunisé contre la manipulation. Voici la preuve que même la version la plus impitoyable et la plus maléfique de Rick peut être transformée en une arme télécommandée par quelqu'un d'autre. Mais affronter cette possibilité rend Rick encore plus déterminé à maintenir son autonomie. Voir ce qui est arrivé à Evil Rick, comment son autonomie lui a été complètement retirée sans même qu'il le sache, rend Rick plus vigilant quant à la protection de son propre libre arbitre. Le Rick contrôlé représente tout ce que Rick craint le plus. Un fantôme qui se perd en pensant qu'il a toujours le contrôle. Après avoir vu ses fils dans le cerveau de Rick maléfique, Rick ne pourra plus jamais considérer que ses choix lui appartiennent entièrement. Après avoir réalisé qu'il n'était peut-être pas maître de son propre esprit, Rick entre dans un monde entièrement construit par lui-même et n'y trouve pourtant que corruption, échec et mensonge. Si vous appréciez la vidéo jusqu'à présent, n'oubliez pas de laisser un j'aime. Rick se croyait la personne la plus intelligente de l'univers jusqu'à ce qu'il découvre qu'il n'était qu'un parmi des milliers. Le conseil des Ricks a brisé son illusion d'être unique, mais il a aussi révélé quelque chose de plus sombre. Que se passe-t-il lorsque des versions infinies du même génie tentent de travailler ensemble? L'épisode 7 de la saison 3, Rick Lanta, nous plonge au cœur de la citadelle des Ricks, nous montrant une société entièrement construite par et pour les Ricks. Mais cet épisode révèle que même en éliminant toutes les autres variables, les Ricks créent toujours les mêmes problèmes dont ils se plaignent partout ailleurs. Corruption, inégalité, violence et trahison. Le conseil des Ricks représente tous les types de Rick imaginables.
Imaginez qu'il y ait Quantum Rick, Rick Amos de Maximum et des dizaines d'autres. Chacun convaincu de sa propre supériorité, tout en participant à un système qui prouve qu'ils sont tous fondamentalement les mêmes. Ces Ricks ont formé leur gouvernement parce qu'ils avaient peur des autres gouvernements, mais ont fini par créer quelque chose d'encore pire. Ce qui rend cet épisode brillant, c'est la façon dont il montre que le Conseil des Ricks fonctionne exactement comme tous les systèmes politiques corrompus que Rick prétend haïr. Ils ont des élections qui ne veulent rien dire, une police qui accepte les pots de vin, des usines qui exploitent les travailleurs et des conseils de l'ombre qui prennent les vraies décisions. Les Ricks, censés être trop intelligents pour la société normale, ont fini par recréer tous les pires aspects de la société. Les différents Ricks du Conseil ont des fonctions différentes, mais ils partagent tous le même défaut fondamental. Ils croient qu'être Rick les rend spéciaux, tout en prouvant qu'ils sont tout à fait ordinaires. Quantum Rick pense que ses connaissances scientifiques le rendent apte à gouverner. Rissimus de Maximum pense que son expérience lui confère la sagesse, mais ce ne sont que des variations sur le même thème d'arrogance intellectuelle combinée à une immaturité émotionnelle. Rick J22 dans l'usine à gaufrettes nous montre ce qui arrive aux Ricks qui défient le système. Il travaille pendant 15 ans à estamper des biscuits, regardant d'autres Ricks être promus à sa place, jusqu'à ce qu'il craque et tue son superviseur. L'usine produit des gaufrettes Rick simples en maintenant un Rick piégé dans une boucle de bonheur, se nourrissant de sa joie pour aromatiser les biscuits. Cela représente la façon dont le Conseil des Ricks consomme littéralement le meilleur d'eux-mêmes pour maintenir leur système. Lorsque Rick J22 prend en otage Simple Rick et exige un pistolet portail pour s'échapper, il pense enfin prendre le contrôle de sa vie. Rick D. Sanchez 3 apparaît, feignant la sympathie, lui disant qu'il est plus Rick que les autres, lui offrant la liberté et une nouvelle vie. Mais tout cela est un coup monté. Il tire sur Rick J22 et le branche à la même machine qui torturait Simple Rick, utilisant son moment d'espoir et de rébellion pour donner du goût à leur nouvelle liberté. Waferline, cette intrigue révèle le fonctionnement du Conseil. Il ne se contente pas de réprimer la rébellion, il la commercialise. Il transforme la résistance en un produit. La colère sincère de Rick J22 d'être exploité devient juste une autre saveur de gaufrette à consommer pour les autres Ricks. Pendant ce temps, Flick Rick et Flick Morty nous montrent comment fonctionne l'application de la loi du Conseil. Cop Morty est devenu tout ce qui ne va pas avec la corruption policière. Il accepte des pots de vin, fait usage d'une force excessive et insulte les autres Morty. Mais voici le rebondissement. Le flic Morty est celui qui a toutes les relations et les connaissances, tandis que le flic Rick est le nouveau venu naïf qui croit encore qu'il faut faire ce qui est juste. Lorsque les Morty Town locaux sont pris d'assaut, Cop Rick tente de faire preuve de compassion envers un Morty en pleurs, mais se fait poignarder. Cop Morty le console en disant que c'est normal de faire confiance, mais seulement aux bonnes personnes. Ensuite, Morty le flic fait exploser le bâtiment avec les suspects à l'intérieur et ment sur ce qui s'est passé. Quand le flic Rick tente d'arrêter Big Morty pour corruption, le flic Morty tue Big Morty et essaie de tuer le flic Rick, forçant Rick à abattre son propre partenaire. Cette intrigue montre comment le système du Conseil corrompt tous ceux qui y participent. Même les Morty deviennent des oppresseurs de Rick. Cop Morty a tellement intériorisé la suprématie de Rick qu'il commet des violences envers d'autres Mortys pour maintenir le système. L'intrigue électorale révèle le théâtre politique du Conseil. Le candidat Morty se présente à la présidence contre divers candidats Rick, chacun représentant un stéréotype politique différent. Lorsque le candidat Morty commence à gagner du soutien en parlant de vrais problèmes, le directeur de campagne Morty devient nerveux et lui suggère d'abandonner. Mais le succès du candidat Morty mène à une tentative d'assassinat par son propre directeur de campagne, à qui des dossiers secrets ont été remis, révélant que le candidat Morty est en fait Evil Morty. L'assassinat échoue. Evil Morty gagne l'élection et exécute immédiatement tous les Ricks du Conseil de l'Ombre qui pensaient être vraiment aux commandes. L'ascension au pouvoir d'Evil Morty représente la corruption ultime du système du Conseil. Il a utilisé leur propre processus démocratique pour prendre le contrôle, puis a éliminé tous ceux qui auraient pu s'opposer à lui. Les corps flottants à la fin de l'épisode, Morty le directeur de campagne, Rick l'enquêteur, tous les membres du Conseil de l'Ombre montrent que même au sein d'une société de prétendus génies, la manipulation et la violence déterminent qui détient réellement le pouvoir. La saison 3, épisode 4, Vindicators 3, le retour de World Ender, nous montre une facette différente de la relation de Rick avec d'éventuels collaborateurs. Les Vindicators sont censés être des héros, mais Rick les considère comme des imposteurs prétentieux qui se prennent trop au sérieux. Quand Rick Ivre crée des jeux mortels élaborés pour eux, ils testent en fait s'ils sont à la hauteur de leur propre réputation. Les Vindicators échouent à chaque défi parce qu'ils manquent de véritables connexions à leurs valeurs supposées. Supernova parle de justice tout en assassinant ses propres coéquipiers. L'équipe se désagrège à cause de drames personnels et de conflits d'ego. Ils sont tout aussi méquins et égoïstes que n'importe qui d'autre, mais ils le cachent derrière des costumes de super-héros et de nobles discours. Les deux épisodes montrent que le problème de Rick avec les groupes va plus loin que le simple comportement antisocial. Qu'il s'agisse d'autres Ricks ou de prétendus héros, chaque collectif que Rick rencontre révèle le même schéma. Des idéaux élevés corrompus par l'ambition personnelle, des structures de pouvoir qui profitent à ceux déjà en place, et la violence justifiée par des prétentions de bien commun. Le Conseil des Ricks représente l'échec ultime de la vision du monde de Rick. Si même des versions infinies de la personne la plus intelligente de l'univers ne peuvent pas créer une société fonctionnelle, quel espoir reste-t-il à quiconque ?
mais c'est peut-être exactement ce que Rick veut dire. Toutes les sociétés sont vouées à la corruption parce qu'elles sont composées de personnes, et que les gens sont fondamentalement égoïstes et stupides, même quand ces gens s'avèrent être Rick Sanchez. Après avoir vu que même les Ricks construisent des systèmes corrompus, Rick affronte quelque chose de pire. Un ami devenu ennemi qui sait comment le briser. Rick pensait que son pire ennemi serait un empereur extraterrestre ou un dieu cosmique. Il s'avère que son cauchemar a des plumes et était autrefois son meilleur ami. L'épisode 10 de la saison 4, Star Mort Rick retourne le Jerry, plonge Rick dans le pire combat de sa vie. La guerre de Space Bet contre les insectes les mène tous à cet immense vaisseau tueur de planètes. Rick pense qu'il va sauver tout le monde et être le héros. Au lieu de ça, il entre dans une pièce et voit la seule chose qui peut réellement le briser. Phoenix Persan se tient là, attendant, c'était l'homme-oiseau, le plus vieil ami de Rick. Le gars qui le comprenait mieux que personne. Mais la Fédération Galactique a déterré son cadavre, l'a reconstruit avec des pièces robotiques et l'a transformé en leur machine à tuer les Rick personnels. Rick essaie de ne pas en faire toute une histoire. Et tu te souviens de moi? J'ai tué Tammy pour toi. Mais Phoenix Person est de plus en plus en colère. Il s'avère que la Fédération a tellement trafiqué son cerveau qu'il aimait vraiment Tammy. Rick a tué la femme que Phoenix Person pensait devoir épouser. Excellent travail, Rick. Tout ce combat se résume à Rick se faisant botter le cul par son propre passé. Phoenix Person sait exactement comment Rick se bat parce qu'ils avaient l'habitude de se battre ensemble. Il connaît les ruses de Rick, ses armes, ses points faibles. La Fédération a pris tout ce qu'il y avait de bon dans leur amitié et l'a transformé en le moyen parfait de blesser Rick. Et Phoenix Person est fort. Vraiment très fort. Il projette Rick à travers les murs, le bombarde de laser, le tabasse. Tandis que Rick essaie de faire des blagues ou de s'en sortir par la parole. Rien ne marche. Pour une fois, Rick fait face à quelqu'un qui le connaît parfaitement et utilise cette connaissance pour le détruire. Le plus dérangeant, c'est ce que ce combat représente. Rick repousse toujours les gens car il pense qu'ils finiront par le trahir. Eh bien, voici sa preuve. Son meilleur ami est littéralement revenu d'entre les morts pour le tuer. La pire crainte de Rick concernant les relations vient de se réaliser de la manière la plus littérale possible. Phoenix Person continue de frapper Rick tout en lui rappelant leur passé. Chaque aventure qu'ils avaient vécue ensemble, chaque fois que Rick s'était enfui quand les choses devenaient difficiles, chaque fois que Rick avait préféré être seul plutôt que d'être un bon ami. Phoenix Person se souvient de tout, et il est furieux de tout cela. Rick se met à saigner de partout. Ses tripes robotiques se répandent tandis que Phoenix Person piétine ses organes. Rick est en train de mourir ici et il le sait. Le gars qui a toujours un plan, toujours une échappatoire, trouve toujours un moyen de gagner. Il est sur le point de se faire assassiner par son meilleur ami. C'est le pire cauchemar de Rick qui se déroule en temps réel. La personne qui le connaissait le mieux, qui voyait clair dans ses mensonges et tenait quand même à lui, est devenue ce qui va le tuer. Toute la paranoïa de Rick concernant l'amitié vient d'être confirmée de la pire des manières. La seule raison pour laquelle Rick survit est que Jerry le sauve. Jerry, le gars dont Rick se moque constamment, doit sauver Rick de son propre ami. Jerry utilise le cadavre de Tammy comme une marionnette pour distraire Phoenix Person assez longtemps pour que Space Bess le désactive. Mais même après leur victoire, même après que Rick ramène Phoenix Person chez lui dans l'espoir de le réparer, son ami tente immédiatement de le tuer à nouveau. Encore. Rick doit l'arrêter et reste assis dans son garage, fixant les morceaux brisés de quelqu'un à qui il tenait autrefois. Phoenix Person montre à Rick ce qui arrive quand on passe sa vie à s'attendre à ce que les gens nous fassent du mal. Finalement, ils le font. Mais c'est peut-être parce que vous les repoussez si fort que lorsqu'ils reviennent, ils reviennent en force. Le Rick de la personne Phoenix est Rick à son point le plus brisé. Il affronte un ennemi qui était autrefois son ami, se faisant battre par quelqu'un qui connaît tous ses secrets. Ce Rick doit faire face au fait que sa plus grande peur concernant les relations, qu'elles se terminent toujours par une trahison, vient de devenir littéralement réalité. Cette version de Rick prouve que parfois, ce qui vous détruit porte un visage familier. Parfois, votre pire ennemi est quelqu'un qui vous aimait. Et parfois, la personne qui vous connaît le mieux est celle qui peut vous blesser le plus. Phoenix Person est ce qui arrive quand les dégâts émotionnels de Rick sont transformés en une arme réelle et retournés contre lui. Et le plus effrayant, c'est que Rick l'a probablement mérité. Après avoir été déchiré par un ami qui le connaissait le mieux, Rick fait face à un autre type de défaite. Un où il perd face à l'amour, la famille et un selfie. Blessé par son meilleur ami, Rick doit faire face à un combat encore plus difficile, perdant face à son propre orgueil et à une famille qu'il ne peut contrôler. Rick se croyait supérieur à tout le monde, surtout aux politiciens. Puis il a rencontré la seule personne plus têtue que lui, le président des États-Unis. Ce qui a commencé comme une simple chasse aux monstres s'est transformé en une bataille qui allait changer Rick pour toujours. La saison 3, épisode 10, The Rick Shurian Morty Date, débute avec Rick et Morty appelés à s'occuper d'une créature extraterrestre dans les tunnels de la Maison Blanche. Ils arrivent, démolissent le truc en 2 secondes, puis s'ennuient et rentrent chez eux jouer à Minecraft. Typique de Rick. Fait le travail rapidement, puis ignore tout le reste. Mais le président le prend personnellement. Il les observait par satellite, et il voit Rick et Morty se détendre tranquillement chez eux. Au lieu de prendre leur travail gouvernemental au sérieux, quand il les interpelle, Rick lui dit en gros d'aller se faire voir. Le président les traite comme des employés, mais Rick estime qu'il fait une faveur au président rien qu'en se présentant.
Ce combat révèle quelque chose de crucial sur le personnage de Rick. Il croit sincèrement qu'il est trop important pour être tenu responsable par qui que ce soit. Lorsque le président mentionne que Rick et Morty enfreignent environ 1000 lois fédérales par jour, Rick trouve ça plutôt cool. Il suppose que le gouvernement tolère cela parce qu'il sait que Rick est trop puissant pour arrêter le président. Rick émerge au cours de ce conflit. La version de Rick qui entre en lutte de pouvoir avec la personne la plus puissante sur Terre. C'est Rick. Rick représente l'ego de Rick à son apogée absolu. Il se croit intouchable, capable d'insulter les dirigeants mondiaux sans en subir les moindres conséquences. Mais les choses dégénèrent d'une manière inattendue pour Rick. Lorsque Rick et Morty arrivent au Brésil pour enquêter sur une minuscule civilisation, le président amène sa propre équipe pour revendiquer sa juridiction. Rick proteste, alors le président les fait arrêter avec des menottes spéciales faites de sanchésium, un faux élément créé par le gouvernement juste pour embêter Rick. Le fait qu'ils aient nommé un faux élément d'après Rick montre à quel point il les a irrités. Mais cela montre aussi que l'influence de Rick a des limites. Il peut enfreindre de nombreuses lois, mais il peut toujours être arrêté quand quelqu'un veut vraiment l'arrêter. Rick s'en sort assez facilement parce que, il a inventé le sanchésium et l'a publié sur Wikipédia. Mais le président continue d'intensifier. Et lorsque Rick résout le problème de la civilisation miniature et négocie même la paix entre Israël et la Palestine, juste pour se vanter, le président déclare personnellement la guerre à Rick. Cela mène à un combat absolument brutal à travers la Maison Blanche. Rick tue des agents des services secrets avec une sorte de technologie de mort instantanée. Le président déploie des robots militaires, des enfants soldats, des troupes invisibles et même un laser satellite. Ils détruisent d'énormes pans de la Maison Blanche tout en se battant à mort. Le combat devient très personnel très vite. Rick menace de rendre visite à la mère du président. Le président qualifie Rick de terroriste. Ils agissent tous les deux comme des enfants, mais des enfants ayant accès à des armes de destruction massive. Pendant tout ce chaos, Rick insiste sur le fait que Morty mérite un selfie avec le président. Cela semble étrange de se concentrer sur ça pendant un combat à mort, mais cela représente quelque chose de plus profond. Rick se bat pour la dignité de Morty, pour que son petit-fils soit traité avec respect. La vérité controversée que révèle cet épisode est que Rick se soucie plus des sentiments de Morty que de son propre ego. Il aurait pu simplement partir, emmener sa famille dans une autre dimension où rien de tout cela ne serait arrivé. Au lieu de cela, il choisit de se battre avec le président des États-Unis pour un selfie. Et quand Rick gagne enfin le combat et force le président à accepter le selfie, Morty a disparu. Il appelle Rick pour lui dire qu'il a volé le pistolet portail que la famille cache à Rick, et qu'il pourrait honnêtement prendre ou laisser le selfie à ce stade. Rick a passé tout ce temps et toute cette énergie à se battre pour quelque chose que Morty n'a jamais vraiment voulu. Ce moment brise Rick d'une manière que la violence physique n'aurait jamais pu. Il réalise qu'il projetait son propre besoin de respect sur Morty. Tout le combat tournait autour de l'ego de Rick, pas du bonheur de Morty. Rick a supposé que Morty cherchait la validation de personnes puissantes parce que Rick lui-même la désire. Pendant ce temps, Beth et Jerry se remettent ensemble. Après que la paranoïa de Beth concernant son clone la pousse vers Jerry pour se réconforter, la famille se choisit mutuellement plutôt que Rick. Et il se cache de lui car il pense qu'il pourrait tuer Beth si elle est un clone. La propre famille de Rick a peur de lui. Rick ravale sa fierté et demande au président de l'aider à retrouver sa famille. Il promet de laisser le président tranquille pour toujours s'il peut juste récupérer sa famille. Cela représente un changement majeur pour Rick. Il admet qu'il a besoin d'aide et qu'il est prêt à abandonner ses jeux de pouvoir pour ses relations. Quand Rick retrouve sa famille, il arrive avec l'intention de tuer Jerry parce qu'il pense que Jerry est le problème. Mais Beth défend Jerry et Rick réalise qu'il a perdu. Jerry a gagné simplement en étant là, en étant constant, en aimant Beth inconditionnellement. Alors que Rick jouait à des jeux psychologiques compliqués, Rick fait le choix le plus difficile de sa vie. Il réintègre Jerry dans la famille. Il abandonne sa position de force dominante au sein du foyer et accepte d'être un membre de la famille comme les autres. C'est la version de Rick de la croissance d'un personnage, et c'est douloureux à regarder. L'épisode se termine avec Rick se déguisant en Rick pêcheur à la mouche pour faire la paix avec le président. Il prétend être un autre Rick qui voyage entre les dimensions, offrant son aide face aux menaces futures. Rick et le président sauvent tous deux la face tout en mettant fin à leur conflit. Le président Rick représentant Rick à la croisée des chemins. Il peut continuer à se battre contre tous ceux qui contestent son autorité. Où il peut choisir sa famille plutôt que son ego. Le combat avec le président fait prendre conscience à Rick que son pouvoir ne signifie rien s'il perd les personnes qui lui sont réellement chères. Cette version de Rick découvre que parfois, gagner signifie admettre qu'on a eu tort. Et parfois, être la personne la plus intelligente de l'univers signifie savoir quand arrêter d'être intelligent et commencer à être humain. Rick retrouve sa famille, mais seulement en acceptant qu'il ne peut plus la contrôler. La vraie victoire ici vient de Rick qui a choisi l'amour plutôt que le pouvoir, la famille plutôt que le statut, et l'humilité plutôt que la domination. C'est un combat plus difficile que n'importe quelle bataille avec le président, et Rick le perd presque. Rick choisit sa famille plutôt que le pouvoir, combattant le président. Mais après avoir tué Rick Prime, il se sent vide et perdu, ne sachant plus quoi faire. Alors tu as enfin tué Rick Prime, le type qui a assassiné ta famille. Et maintenant ? C'est là que Rick C-37 se retrouve après avoir battu Rick Prime à mort à main nue. La victoire n'a aucune saveur. Vide, creux. Toutes ces années à traquer Rick Prime. Toute cette rage, toute cette détermination, disparue en un instant.
Et rien ne comble ce vide. La fin d'un Mortrican nous montre quelque chose. Quelque chose que nous voyons rarement de la part de Rick. Engourdissement émotionnel complet. Mal. Morty le fait même remarquer, demande à Rick ce qu'il ressent, s'attendant à une certaine satisfaction. Mais Rick reste là, couvert du sang de Rick Prime, l'air d'un homme qui vient de réaliser qu'il a passé sa vie entière à courir après quelque chose qui ne le réparerait jamais vraiment. Le regard dans le vague reflète ce que Morty a vécu dans la première saison, sauf que Rick a des décennies de bagages en plus et beaucoup moins de mécanismes d'adaptation sains que Rick. L'épisode Fending Your Mort commence avec Rick évanoui, ivre, sur le sol du garage. C'est le summum de la dépression post-vengeance. L'homme n'a littéralement plus aucune raison de vivre. Toute son identité était construite autour de la chasse à Rick Prime. Et maintenant que Rick Prime est mort, qui est-il? Morty essaie de le réconforter avec ses cartes d'aventure, et la réponse de Rick est révélatrice. Il pète les plombs. Ce type qui vivait pour le chaos et l'aventure veut soudainement tout vérifier, convoquer des entités cosmiques, prouver à Morty qu'il a tort sur un point technique. Pourquoi? Parce que la structure et les règles sont rassurantes quand votre monde entier vient de s'effondrer? Voici la vérité controversée que personne ne veut admettre. Rick était probablement plus heureux lorsqu'il chassait Rick Prime. Au moins, il avait un but à l'époque. Au moins, sa douleur avait un sens. La vengeance donnait à sa souffrance une direction, un but, une raison de continuer à exister. Enlevez cela, et que reste-t-il? Juste un vieil homme brisé qui a détruit d'innombrables vies et relations dans sa quête pour tuer Rick Prime. Une chose qui, au final, n'a servi à rien. L'audit de l'observateur devient cette étrange métaphore de l'état mental de Rick. Il est obsédé par les détails, essayant de contrôler chaque récit, tentant désespérément de prouver que ses aventures avec Morty ont un sens. Mais regardez comment il réagit aux extraits. Et il est sur la défensive, en colère, essayant constamment de justifier leurs erreurs. L'homme est en pleine crise identitaire en temps réel. Ce qui rend cela encore plus brutal, c'est la façon dont Rick gère toute la situation. Lorsque l'observateur commence à montrer des extraits embarrassants de la famille, Rick veut juste que cela s'arrête. Le gars qui s'épanouissait dans le chaos et l'humiliation veut soudainement la paix et la tranquillité. C'est la base de la réaction traumatique. Quand on a traversé quelque chose d'aussi dévastateur que de finalement tuer Rick Prime, même le stress normal devient insupportable. Le moment le plus révélateur survient lorsque Rick admet à Morty qu'il apprécie ce que Morty essayait de faire avec les cartes perforées. Que Rick reconnaisse l'intelligence émotionnelle de Morty et le remercie, c'est un développement de personnage né du plus profond du désespoir. Quand on perd tout ce qui nous définissait, y compris la quête de toute une vie pour tuer Rick Prime, on commence à remarquer les gens qui sont restés malgré tout. Mais c'est là que ça devient intéressant. Rick privilégie toujours le contrôle et la manipulation. Ils trompent les observateurs en faisant semblant de montrer une séquence défensive, puis retournent leur propre technologie contre eux. Même dans son état lamentable, l'instinct de Rick est d'être la personne la plus intelligente de la pièce. La différence, c'est que maintenant, cela semble désespéré plutôt que confiant. Il n'étale pas son intelligence. Il s'y accroche comme à la seule pièce de son identité. Identité qui fonctionne toujours après la mort de Rick Prime. L'épisode se termine avec Rick et Morty qui acceptent de repartir à l'aventure. Mais faites attention à la façon dont Rick le dit. Il n'y a pas d'enthousiasme, pas d'énergie frénétique, juste de la résignation, comme un homme qui fait les choses machinalement parce qu'il n'a littéralement rien d'autre à faire. Les cartes d'aventure représentent une structure, une routine, quelque chose pour remplir les heures vides où il était autrefois obsédé par la chasse à Rick Prime. Cette version de Rick est dangereuse d'une manière complètement différente d'avant. Rick Prime était dangereux parce qu'il était nihiliste et détaché. Avant sa vengeance, Rick C-3037 était dangereux car il était animé par la rage et le chagrin envers Rick Prime. Mais après Rick Prime, il est dangereux parce qu'il n'a plus rien à perdre et aucune raison claire de continuer à exister. C'est le genre de personne qui prend des décisions catastrophiquement mauvaises juste pour ressentir quelque chose. Le plus effrayant est de voir comment ce vide pourrait pousser Rick vers un comportement encore pire. Quand on n'a pas de centre moral et pas de but après avoir tué Rick C-37, qu'est-ce qui nous empêche de devenir Rick C-37? Vous-même. Evil Morty l'avait prédit. Que se passe-t-il après que Rick tue Rick Prime? Peut-être qu'il se suicidera ensuite. Ou peut-être devient-il la chose même qu'il a passé sa vie à chasser. Les conséquences du meurtre de Rick Prime par Rick C-37 nous révèlent le mensonge que nous nous racontons sur la justice et la clôture. Nous pensons que si nous prenons notre revanche, si nous faisons payer Rick Prime, tout ira bien. Mais la vengeance ne vous guérit jamais. Cela vous laisse vide, vous demandant ce que vous êtes censé faire du reste de votre vie quand votre seule raison de vivre, vient de mourir avec Rick Prime. Après que Rick ait perdu tout sens à la disparition de Rick Prime, il peine à conserver sa véritable identité alors que son esprit commence à s'échapper. Rick Sanchez aime le contrôle. Il contrôle les dimensions, il contrôle les gens. Et surtout, il se maîtrise. Mais que se passe-t-il quand Rick perd le contrôle de qui il est? Tiny Rick nous montre la terrifiante réponse. Quand Summer supplie Rick de l'aider avec un problème de vampire à l'école, Rick refuse d'abord. L'idée de retourner au lycée le distrait, le dégoûte. Mais alors quelque chose le fait changer d'avis. Rick décide de transférer sa conscience dans un clone adolescent de lui-même, créant ainsi Mini-Rick. Au premier abord, cela semble être la solution parfaite. Toute l'intelligence de Rick dans un corps jeune et énergique.
La transformation est rapide. Tiny Rick tue l'entraîneur vampire avec facilité, prouvant sa compétence. Mais c'est là que le vrai problème commence. Au lieu de retourner immédiatement dans son ancien corps, Tiny Rick se laisse séduire par la vie d'adolescent. Il va à des fêtes, joue de la guitare et devient incroyablement populaire. Toute l'école l'adore. Et pour la première fois depuis des décennies, Rick ressent ce que c'est d'être sincèrement apprécié sans crainte. C'est là que ça devient inquiétant. Tiny Rick commence à oublier qui il est vraiment. Le cerveau adolescent commence à prendre le dessus sur la conscience adulte de Rick, enfouissant ses pensées et souvenirs profonds. Summer le remarque pour la première fois en voyant les œuvres de Tiny Rick. Des messages désespérés comme « Aidez-moi Morty » et Summer caché dans ce qui semble être une crise d'adolescence normale. Lorsque Tiny Rick chante des chansons lors de fêtes, les paroles sont de véritables appels à l'aide. « Laissez-moi sortir. Ce que vous voyez n'est pas la même personne que moi. Ma vie est un mensonge. Je ne suis pas la personne que vous regardez. » L'épisode révèle quelque chose de profond sur l'identité. Le cynisme de Rick, sa conscience de la mort, sa perspective cosmique. Ces choses qui le rendent malheureux font aussi de lui ce qu'il est. Le cerveau adolescent veut supprimer ses pensées sombres, créant un mur autour d'elle. Mais sans son côté sombre, Rick devient creux. Tiny Rick est populaire et heureux, mais il perd tout ce qui fait de Rick lui-même. Summer réalise le danger, tandis que Morty est distrait par son nouveau statut social. Jessica lui parle enfin. En raison de la popularité de Tiny Rick, cela crée un conflit fascinant. Summer veut sauver Rick, tandis que Morty veut préserver son propre bonheur. L'épisode montre à quel point les gens peuvent être égoïstes lorsque leurs intérêts entrent en conflit avec ce qui est juste. La crise atteint son paroxysme lorsque Tiny Rick est renvoyé après que Summer a placé des preuves dans son casier. Mais au lieu de réintégrer son ancien corps, Tiny Rick devient violent. Il tente de détruire définitivement le corps original de Rick, commettant ainsi un meurtre. Suicide. Suicide. Cette scène est véritablement effrayante car nous voyons Rick complètement perdu. Lorsque Rick retrouve enfin son corps d'origine, il a changé. Il se rend immédiatement à son sous-sol et détruit tous ses autres corps clonés de l'opération Phoenix. C'est significatif. Rick abandonne son plan de secours pour l'immortalité. Il accepte que son corps et sa vie actuelle sont ce qu'il a, et qu'essayer d'échapper au vieillissement ou à la mort ne mène qu'à se perdre. L'épisode fonctionne parce qu'il pose une question simple. Préférerais-tu être heureux ou être toi-même? La plupart des gens choisiraient le bonheur, mais Rick choisit l'authenticité. Il préférait être malheureux et vrai que heureux et faux. Cela rend Rick à la fois admirable et tragique. Tiny Rick révèle aussi la plus grande peur de Rick, perdre son identité. Rick peut gérer la mort physique, mais l'idée de devenir quelqu'un d'autre le terrifie. L'épisode suggère que nos défauts et nos souffrances ne sont pas des obstacles à surmonter, mais des parties essentielles de ce que nous sommes. Sans son cynisme et sa dépression, Rick n'est qu'un adolescent comme les autres. L'intrigue secondaire sur les vampires est un parallèle parfait. Les vampires sont des créatures qui ont perdu leur humanité en échange de pouvoir et d'immortalité. Tiny Rick est confronté à un dilemme similaire. Conserver les avantages de la jeunesse, mais perdre son essence. La différence est que Rick choisit de rester humain, avec ses défauts et tout le reste. Cet épisode transforme notre perception du personnage de Rick. Sa dépression et son nihilisme ne sont pas de simples traits de caractère. Ce sont des éléments fondamentaux de son identité qu'il défendra bec et ongles. Tiny Rick prouve que même Rick Sanchez a des limites qu'il ne franchira pas. Et se perdre, c'est là qu'il trace cette ligne. Rick, en se perdant en tant que mini-Rick, est directement amené à affronter ses plus grandes peurs et à apprendre à vraiment aimer. Rick Sanchez a toujours fui. Fuir la douleur, les responsabilités, les liens authentiques. Mais après cette saison de chaos et de destruction, quelque chose de fondamental change dans la peur. Non mort. Cet épisode nous montre un Rick qui a enfin cessé de fuir et a appris à être présent pour les personnes qui comptent le plus. Le trou de la peur représente l'épreuve ultime du caractère. Lorsque Rick et Morty découvrent cette fosse mystérieuse qui force les gens à affronter leurs peurs les plus profondes, la réaction initiale de Rick est typique. Il s'éloigne. Il refuse de s'engager dans tout ce qui pourrait ébranler ses murs émotionnels soigneusement construits. Mais quand Morty saute quand même, Rick le suit sans hésitation. Cette action simple révèle tout sur la façon dont Rick a changé. À l'intérieur du trou de la peur, Morty vit une version cauchemardesque de la réalité où Rick retrouve Diane, mais se consume lentement dans le processus. Ce qui rend cette séquence dévastatrice, c'est de voir Morty réaliser que sa plus grande peur concerne le potentiel de bonheur de Rick, ce qui signifie son propre abandon. Le faux Rick du trou de la peur exploite cette insécurité, faisant croire à Morty que Rick choisirait Diane plutôt que lui à chaque fois. Mais la vraie transformation a lieu lorsque Morty s'échappe enfin et fait face au vrai Rick qui l'attend dehors. Quand Morty demande s'il est irremplaçable, Rick donne une réponse qui aurait été impossible de la part de ses versions antérieures. Au lieu de dévier avec sarcasme ou cruauté, Rick répond par définir irremplaçable. Une façon douce de reconnaître la valeur de Morty sans abandonner complètement sa vision scientifique du monde. Cette maman capture parfaitement l'évolution de Rick.
Il a appris à concilier son honnêteté intellectuelle et son intelligence émotionnelle. Rick aurait pu dire « Oui, tu es irremplaçable pour rassurer Morty », mais cela aurait été un mensonge. Il aurait pu dire que personne n'est irremplaçable pour maintenir sa cohérence nihiliste, mais cela aurait été cruel. Au lieu de cela, il trouve un juste milieu qui valide les sentiments de Morty tout en restant fidèle à sa propre nature. Le symbole le plus fort de l'épisode apparaît à la toute fin. Après que Morty a partagé son expérience traumatisante dans le trou de la peur, Rick retourne discrètement à la salle de bain et accroche une photo de Morty sur le tableau d'affichage, le mur réservé aux personnes ayant vaincu leur peur. Rick reconnaît que Morty a accompli quelque chose d'extraordinaire, et il veut honorer cet exploit. Ce geste révèle l'ampleur de la transformation de Rick. L'ancien Rick se serait moqué de l'idée même d'un mur vainqueur de la peur. Il aurait rejeté l'idée entière comme un sentiment dénué de sens. Mais ce Rick comprend que le sens vient des liens que nous tissons et des personnes que nous choisissons de célébrer. En plaçant la photo de Morty sur ce mur, Rick dit en substance « Ça compte parce que tu comptes ». Ce qui rend l'évolution de Rick si captivante, c'est qu'il conserve son caractère essentiel tout en modifiant fondamentalement ses priorités. Il fait toujours des blagues grossières et conserve sa perspective scientifique. Il voit toujours à travers les illusions et refuse d'être manipulé par de faux espoirs. Mais à présent, ses traits servent un autre objectif. Il protège et soutient les personnes qu'il aime au lieu de l'en isoler. L'épisode du trou de la peur montre aussi comment Rick a appris à reconnaître quand quelqu'un a besoin d'aide et quand il a besoin d'espace. Tout au long de l'épreuve de Morty, Rick attend patiemment dehors, confiant que Morty peut relever le défi tout en restant prêt à l'aider si nécessaire. Cela représente un changement radical par rapport au Rick qui entraînait Morty dans des situations dangereuses sans se soucier des conséquences psychologiques. La relation de Rick avec la peur elle-même a également évolué. Les premières saisons nous ont montré un Rick qui semblait intrépide parce qu'il s'était anesthésié à presque tout sauf à cela. Rick reconnaît la peur comme une émotion naturelle et parfois précieuse. Quand Morty le supplie de ne pas entrer lui-même dans le trou de la peur, Rick l'écoute. Il reconnaît que certaines batailles ne valent pas la peine d'être menées, surtout si le coût pourrait être la perte des progrès qu'il a réalisés. L'épisode suggère que la plus grande réussite de Rick n'a rien à voir avec la science ou les voyages interdimensionnels. Sa véritable réussite est d'avoir appris à être présent dans la vie de quelqu'un d'autre sans l'envahir. Il a découvert le délicat équilibre entre s'impliquer suffisamment pour rester concerné et respecter les limites pour laisser les autres grandir. Cette version de Rick représente quelque chose de révolutionnaire dans la mythologie de la série. Pour la première fois, nous voyons un Rick qui a suffisamment géré son traumatisme pour être une force positive dans la vie de sa famille. Il a cessé d'utiliser son intelligence comme une arme pour l'employer comme un outil de compréhension et de connexion. La photo sur le tableau d'affichage devient une promesse. Rick choisit de rester engagé dans le travail salissant et compliqué d'être le grand-père de quelqu'un. Il est revenu de son long voyage à travers le deuil et la vengeance avec quelque chose de plus précieux que n'importe quelle découverte scientifique. La sagesse de reconnaître ce qui compte vraiment et le courage de le protéger. Parlons maintenant de l'intelligence de chaque personnage de Rick et Morty. De Morty qui manque de détruire la chronologie pour un béguin à Rick qui invente un multivers entier juste pour éviter d'avoir tort. Voici l'analyse complète de l'intelligence de chaque personnage dans Rick et Morty, classé de Jerry au plus intelligent en commençant par Jerry Smith. Il n'a jamais été la personne la plus intelligente de la pièce, mais il est trop inconscient pour le remarquer alors que tous les autres dans l'univers de Rick et Morty luttent avec les complexités hallucinantes du voyage interdimensionnel. Le plus grand défi de Jerry est de savoir comment utiliser une boîte MI6 sans provoquer une prise d'otage à l'échelle de la ville. Sa vie représente une longue et ininterrompue série d'autosabotage. Dans un univers où Rick Sanchez peut créer des civilisations entières et Morty a développé des instincts de survie pour naviguer les horreurs cosmiques, Jerry est spectaculairement et presque impressionnamment incompétent dans les tâches les plus banales. Dès le tout début de Rick et Morty, Jerry Smith a été établi comme le maillon faible de la famille. Il est connu pour ses difficultés à trouver un emploi et à créer des liens avec sa famille, mais il est aussi capable d'héroïsme en temps de crise. En fait, il a sauvé sa famille en de rares occasions. La tendance de Jerry à abandonner dans les situations difficiles est devenue problématique lorsqu'il a demandé à une créature humanoïde bleue de l'aider à améliorer son grand jeu de golf. Et en réalisant qu'il était mauvais au golf, il a cessé de poursuivre ses objectifs. C'est peut-être aussi la raison pour laquelle Jerry ne trouve pas d'emploi ou ne le garde pas longtemps, car il abandonne toujours à mi-chemin. Les MI6 ont été spécifiquement conçus pour aider les gens avec des tâches simples. Rick a averti la famille Smith de garder leurs tâches simples car si un MI6 ne reçoit pas de but au début de son existence, il semble par défaut prendre le but du MI6 qui le précède. Bess demande à ses MI6 de l'aider à devenir une femme plus complète. Summer veut devenir populaire à l'école, mais Jerry demande quelque chose de plus simple. En retranchant 2 coups à son jeu de golf, ce qui aurait dû être la plus simple des requêtes se transforme en un cauchemar existentiel qui menace la sécurité de toute la famille, parce que son inaptitude au golf et sa réticence à s'entraîner formaient une combinaison comique impossible. Ce fut le moment où la méprise fondamentale de Jerry sur la relation de cause à effet devint une situation mortelle pour son entourage. Ce qui suit est l'une des séquences les plus chaotiques de l'histoire de Rick et Morty, et tout est la faute de Jerry.
Cependant, Jerry peine à s'améliorer au golf malgré l'entraînement de ses Mystics. Jerry est prêt à abandonner. Mais son Mystics ne peut cesser d'exister tant qu'il n'a pas accompli sa tâche et décide d'invoquer un autre Mystics pour l'aider. La situation dégénère complètement, le refus de Jerry de reconnaître ses propres limites créant une crise exponentielle. Comme Monsieur Mystics appuie sur le bouton de la boîte, Mystics et un autre Mr. Mystics apparaît. La belle ironie ici, c'est que Jerry admet en fait qu'il est nul. Mais au lieu de chercher à s'améliorer, il l'accepte comme un fait immuable de l'univers. Plus les Mystics restent en vie, plus ils perdent la raison. Et Jerry, étant Jerry, ne semble pas saisir l'urgence de la situation. Alors que les Mystics de Beth et Summer accomplissent leurs tâches et disparaissent en quelques heures, l'incompétence de Jerry provoque ce qui s'apparente à une crise de santé mentale interdimensionnelle. Lorsque Jerry décide qu'il en a assez et quitte les Mystics de plus en plus désespérés pour aller dîner avec Beth, la situation atteint son paroxysme. Jerry dîne avec Beth, disant aux Mystics gémissant qu'ils sont plus préoccupés par son jeu de golf que lui. C'est le summum. Jerry crée un problème, l'aggrave par négligence, puis se laver les mains de toute responsabilité quand les choses dégénèrent. Le point culminant fut lorsque les Mystics ont pris d'assaut le restaurant où dînaient Jerry et Beth, poussés à la folie par ce dernier. La horde de Monsieur des Mystics descendent sur le restaurant tandis que Jerry et Beth s'échappent dans la chambre froide du restaurant. Et le monsieur, les Mystics prennent des otages pour le faire sortir. L'homme qui n'a pas réussi à améliorer son swing de golf de 2 coups a maintenant créé une prise d'otage. Alors il fait la chose la plus Jerry qui soit et demande pourquoi il est médiocre, comme si c'était quelque chose qui lui était arrivé plutôt qu'à cause de qui il est en tant que personne. La résolution intervient lorsque Jerry démontre enfin que son swing de golf s'est amélioré. Amélioré en utilisant une installation de fortune dans le restaurant. Jerry sort du congélateur et utilise un tuyau sectionné et une tomate pour prouver que son swing s'est amélioré. Les Mystics célèbrent et disparaissent. Mais tous, sauf un pointilleux monsieur Mystics qui prend un otage et demande à voir Jerry. Je cours. Mais Jerry n'y arrivait jamais vraiment, car il y avait toujours un élément qu'il n'avait pas pris en compte. La réaction de la famille nous dit tout ce que nous devons savoir sur la place de Jerry dans leur monde. Ils sont devenus fous quand ils n'ont pas pu enlever 2 coups au jeu de golf de Jerry. Ils se sentaient mal. Et le rejet de Rick est allé droit au but en disant que c'était simplement factuel. L'incompétence de Jerry est si notoire que le fait d'avoir failli causer plusieurs morts à cause de leçons de golf est à peine considéré comme inhabituel. L'incident des Mystics résume assez bien le rôle de Jerry tout au long de la série. Son problème fondamental est qu'il intellectualise des choses simples tout en ignorant complètement des réalités complexes. Il peut intellectualiser le concept paradoxal de la relaxation, mais il ne peut pas comprendre que demander à des créatures magiques de réparer son jeu de golf pourrait avoir des conséquences. Ce schéma se répète tout au long de la série. Lorsque la Fédération Galactique a pris le contrôle de la Terre et que l'humanité a sombré dans une dystopie totale, Jerry Smith a vu une opportunité de gravir les échelons de l'entreprise, au lieu de protéger sa famille. Au lieu de demander pourquoi les extraterrestres le voulaient ou ce qu'ils comptaient faire de l'humanité, Jerry se complut dans l'idée qu'il était enfin spécial. Son chômage devient un thème récurrent qui illustre parfaitement son approche de la résolution de problèmes. Il ne semble jamais pouvoir souffler ou trouver un emploi. Cependant, une théorie suggère que son poste spécifique au sein de la Fédération Galactique a pu contribuer à son incapacité à trouver du travail sur Terre. Essentiellement en raison de l'expérience de Jerry en marketing. La Fédération Galactique en a profité pour créer du contenu pour les masses dans l'épisode Something Wicked This Way Comes. Les insécurités de Jerry l'amènent à aider son fils Morty sur un projet scientifique, mais il refuse obstinément d'admettre que Pluton n'est plus une planète. Cela se termine avec lui et Morty étant enlevé vers Pluton. La méthode scientifique de Jerry était la suivante. Si les experts ne sont pas d'accord avec ce qui lui fait du bien, les experts doivent avoir tort. C'est exact. Il est possible d'être en désaccord en science. Morty. Pluton était une planète. Un comité de fantaisie. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord non plus. Le trait caractéristique de Jerry est qu'il ne pose pas de questions, car les réponses pourraient ruiner le fantasme. Face à un chat parlant qui cachait de sombres secrets, Jerry ne paniqua pas et n'appela pas à l'aide. Il n'a même pas demandé comment ni pourquoi le chat pouvait parler. Il a juste accepté et a décidé de partir en vacances improvisées en Floride. Plus tard, quand Rick scanna l'esprit du chat et y vit quelque chose de si horrible qu'il en fut à peine capable de parler, Jerry ne voulut rien savoir. Il a volontairement fait effacer sa mémoire parce qu'il ne supportait pas l'inconfort de connaître la vérité. Ceci démontre ce qui fait de Jerry le personnage le plus stupide de Rick et Morty. Il pense qu'être choisi signifie avoir raison. Il pense que ne rien faire est la solution la plus sûre. Et le pire, c'est qu'il pense que l'échec n'est que de la malchance et jamais de sa faute.
Jerry choisit constamment le confort plutôt que la croissance, la validation plutôt que la vérité, et le déni plutôt que l'introspection. L'épisode de Jerry avec les Mystiques est l'une des études de personnages les plus parfaites de la série, montrant exactement comment quelqu'un peut transformer une simple requête en un désastre mortel par pure incompétence. Son QI estimé 80 points en dessous de la moyenne, combiné à une absence totale de conscience de soi et une aversion pathologique pour l'apprentissage, Jerry représente le dangereux croisement de la stupidité et d'une confiance en soi obstinée. Si le niveau est déjà si bas, attendez de voir les personnages qui pensent que se cloner les rend émotionnellement stables. Abonnez-vous maintenant si vous êtes prêts. Mais son voyage du chômage à l'insignifiance cosmique ne fait que commencer. Car ensuite, nous avons un personnage qui est peut-être assez intelligent pour reconnaître ses propres limites, contrairement à notre pauvre Jerry, inconscient. Monsieur, ma sans femme enfance, quand je me promenais dans les bois avec mes amis, l'automne est vraiment une saison spéciale. Fesse de caca. Plus on le regarde, plus il devient clair que Monsieur Cacaboudin est un spectacle réjouissant. Ce personnage existe pour réagir. Il apparaît, crie quelque chose de joyeux, se fait tirer dessus, puis disparaît jusqu'à la prochaine apparition. Mais si l'on met ses choix bout à bout, on découvre un schéma de comportement impulsif auquel on ne peut s'attendre que de la part de Rick. Monsieur Cacaboudin agit comme quelqu'un lisant des fiches pour la première fois, traversant des situations dangereuses sans en comprendre les enjeux. Il survit par accident et s'effondre dès qu'on lui demande de prendre des initiatives. Sa caractéristique principale est son incapacité totale à anticiper ou à apprendre des expériences catastrophiques. Wayne Poopy Butthole, plus communément appelé Monsieur Poopy Butthole, anciennement professeur Poopy Butthole, est un ami de longue date de la famille Smith et un personnage récurrent dans Rick et Morty. Il brise principalement le 4e mur pendant la série et est le seul autre personnage à le faire en dehors de Rick et d'autres. À certaines occasions, il s'adresse souvent au public dans les scènes post-génériques après un final de saison, où il parle de ce qui vient de se passer dans l'épisode ainsi que de sa vie personnelle avant d'encourager le public à se brancher pour la prochaine saison. Qu'est-ce qui fait de Monsieur? Ce qui est fascinant chez Poopy Butthole, c'est la façon dont il gère les traumatismes et les crises. Plutôt que de développer des mécanismes d'adaptation ou d'apprendre de ses expériences, il réinitialise simplement son état émotionnel et continue comme si rien de fondamental n'avait changé. Sa personnalité insouciante reste la même tout au long de la série, suggérant soit une profonde sagesse, soit une déconnexion totale de la réalité. L'exemple parfait de la stupidité réactive de Monsieur Poopy Butthole provient de l'épisode Total Recall où la famille est confrontée à une invasion de parasites implantant des souvenirs. La maison des Smith devient le point zéro pour distinguer les vrais amis de la famille des menaces extraterrestres qui implantent de faux souvenirs. La tension monte à mesure que la paranoïa se propage et que les membres de la famille commencent à tuer quiconque semble trop beau pour être vrai. Beth devient de plus en plus méfiante, Rick arme tout le monde et la situation dégénère en violence. Monsieur Batrez, Monsieur. Mathieu, on m'a de way to deed moi son. J'ai d'armé the Batrez, Monsieur. No vous m'a de mo body way to deed moi to deed moi to deed mo body way to deed moi to deed mo body way to deed mo to deed moi to deed mo body way to deed mo 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 to deed mo. Poopy Butthole existe en plein milieu de ce chaos, joyeux et familier, mais étrangement décalé. On pourrait même le prendre pour un autre parasite car il semble trop parfaitement placé pour que ce soit une coïncidence. La configuration le désigne comme une cible évidente d'élimination, surtout quand tous les autres sont systématiquement assassinés pour avoir été suspendus. Soupçonneux pendant le confinement, Monsieur Poopy Butthole ne semble pas conscient du danger qui l'entoure. Rick appuie sur un bouton de sa montre et toutes les portes et fenêtres de la maison sont scellées par des boucliers anti-explosion. Au lieu de reconnaître qu'il s'agissait d'une situation mortelle, Monsieur Poopy Butthole le considère comme un léger désagrément. Sa réaction à être piégé lors d'une chasse aux parasites, démontre à quel point il est déconnecté de la réalité. Pendant que tout le monde devient paranoïaque, Monsieur
Poopy Butthole est toujours joyeusement inconscient, tout en partageant des souvenirs hors de propos et en se rendant encore plus suspect. À ce moment-là, Beth était convaincue que Monsieur Poopy Butthole doit être un parasite, alors elle lui tire dessus à bout portant. Les photos deviennent le moyen pour la famille de déterminer qui est réel, et lorsque Beth fait défiler ces images, elle découvre que Monsieur Poopy Butthole n'est sur aucune des photos. Cela aurait dû être son moment pour s'expliquer, pour fournir des preuves afin de se sauver par une pensée rapide. Au lieu de cela, Monsieur Poopy Butthole retourne